Oui, tout à fait, il se pourrait bien que Puff Daddy soit le monstre qu'il pense être. Comme vous le savez probablement ou alors pas du tout, le procès pour l'affaire Diddy a débuté depuis le 12 mai et autant vous dire qu'en termes de choc, ça a été explosif. Avec des révélations supplémentaires sur cette vidéo où on le voit s'en prendre à Cassie dans les couloirs de l'hôtel, vidéo qui n'a jamais été diffusée en entier dans les médias tellement elle était hardcore. Des témoins supplémentaires inattendus qui ont avoué des choses sur Diddy, l'arrivée de Cassie et son témoignage qui était juste choquant, effroyable même je dirais, les propres filles de Diddy qui se sont cassées de l'audience à cause de l'ampleur des événements racontés, la défense qui a essayé de discréditer les accusations de Cassie comme quoi elle porte plainte mais en vrai elle aimait ça. Bref, dans cette vidéo, on va faire le récap de ce qui s'est passé cette semaine. L'artiste américain de 55 ans est accusé par la justice d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle. En cas de condamnation, il risque la prison à vie. Alors, je fais cette vidéo, nous sommes à la fin de la première semaine du procès et les informations ne cessent d'être particulièrement insoutenables. Dans cette vidéo, on va faire le récap de tout ce qui s'est passé étant donné que c'est la première fois que j'en parle. Alors, l'affaire Diddy est l'un des sujets, si ce n'est le sujet le plus central et controversé d'Hollywood depuis 2023, du moins officiellement. On sait que la réputation de cet homme est loin d'être des plus idéales, mais plus les choses avancent, plus on se rend compte du personnage et de ses tendances. À de multiples reprises, il s'est retrouvé mêlé de près ou de loin à des affaires sordides et ça depuis sa jeunesse. On parle même d'avant ses 20 ans. Et dites-vous que les choses ne sont pas allées en s'améliorant. Bien au contraire. Surtout avec tout ce qui remonte, je vous zappe les détails, je suis persuadée que vous les connaissez aussi bien que moi. Et suite à toutes les plaintes, tous les dessous de table sont remontés à la surface. Lorsqu'il a été arrêté le 16 septembre 2024 dans un hôtel de New York par le HSI, il sera rapidement présenté à un juge fédéral étant donné que l'affaire est désormais entre leurs mains, où il est donc inculpé de plusieurs chefs d'accusation issus de 120 accusations totales si je ne me trompe pas, parmi lesquelles 25 étaient répertoriés mineurs au moment des faits. Les accusations tournent autour de trafic sexuel, transport à des fins de prostitution, obstruction à la justice, corruption de témoins, mais aussi complot de raquettes avec la loi RICO, qui le soupçonne d'avoir mis en place un large réseau structuré à des fins d'exploitation sexuelle, jumelé à des méthodes de pression, d'intimidation, voire même de chantage. Face à toutes ces accusations, faites sur une durée de plus de 20 ans, Diddy va plaider non coupable alors qu'il risque la prison à vie et demande une libération sous caution en échange de 50 millions de dollars. Comme à son habitude, il a toujours été habitué à régler ses problèmes à l'amiable. Chose qui ne lui sera heureusement pas accordée, parce que, qui sait, il pourrait en profiter pour soit quitter le pays, soit intimider les victimes. Voici donc les éléments saillants de cette première semaine du procès de Sean Combs, dit P. Diddy, qui doit encore durer 2 mois. Ah oui, on n'est pas sorti d'affaire. La journée du 12 mai a donné le ton. À l'intérieur du tribunal, il n'y a plus d'appareils électroniques autorisés, donc plus de téléphone, plus de caméra, pour éviter toute fuite. Tout a commencé avec l'arrivée des différents intervenants et leurs familles. En premier lieu, il y a eu la famille de Diddy, sa mère Janice et ses enfants, et on les a vus marcher main dans la main pour montrer qu'ils étaient probablement soudés, on ne sait pas. Du côté des témoins et des victimes, on a eu Rodney, Lil Rod Jones et son équipe. C'est un producteur de musique qui a été l'une des premières victimes et qui a commencé en fait à parler vraiment de cette histoire. En février 2024, en l'accusant justement d'agression sexuelle et d'abus. Il y a aussi eu Jaguar Wright, une ancienne chanteuse, mais qui a aussi énormément participé au Freak Off, donc les fameuses soirées olé olé que Diddy organisait et qui a aussi déclaré beaucoup de choses sur ce sujet. Diddy, lui, est arrivé à 9h, escorté par ses avocats. Quand il s'est installé, absolument tous les regards étaient arrivés vers lui. Lui, par contre, avait un regard noir, froid, presque stoïque, comparé à l'apparence de vieux fragile qu'il affichait. Étant donné que voilà, on l'a vu un petit peu dégarni avec des cheveux blancs. Les choses sérieuses commencent et la procureure Emily Johnson fait un petit peu le récap de la situation. Elle rappelle les chefs d'accusation de Diddy et l'accuse donc d'avoir dirigé pendant près de 20 ans une véritable entreprise criminelle. Selon elle, il aurait forcé des femmes à participer à des freak-offs, des actes sexuels extrêmes, souvent filmés à leur insu. Elle l'accuse d'avoir utilisé des menaces, des mensonges, de la violence et même des drogues pour les manipuler et garder le contrôle sur elle. La procureure a notamment désigné Cassie Ventura comme la victime principale dans cette affaire et elle n'a pas manqué de mentionner tout ce que cette dernière a subi. De son côté, la défense menée par l'avocat Tenny Giragos n'a pas tardé à contre-attaquer. Elle affirme qu'il n'y a jamais eu de coercition, donc que personne n'a été forcé. Elle présente tout cela comme un style de vie, celui d'une star entourée d'adultes consentants. Les fameuses soirées donc freak-off où l'alcool et substances coulaient à flot. Elle décrit Cassie comme une femme forte, impossible à manipuler. Un autre avocat de la défense, Marc Anifilo, va même jusqu'à dire que ces accusations sont en réalité motivées par l'image publique de Diddy. Tenny Giragos a quand même affirmé que lorsque Diddy buvait beaucoup, il pouvait y arriver qu'il soit très désagréable, voire même très violent. Justement, en parlant de violence, cette
c'est donc cette vidéo violente, la fameuse vidéo de 2016 révélée par CNN où on voit clairement Didi s'en prendre à Cassie, qui a été en fait la première preuve à avoir été analysée par le tribunal. Il faut savoir que seulement quelques secondes avaient été diffusées dans les médias, sinon la vidéo entière faisait 16 minutes. 16 minutes de violence. La salle d'audience a été glacée. Seuls ses fils, Quincy et Justin, sont restés impassibles, concentrant en fait à prendre des notes. Sa mère, Janice, quant à elle, semblait complètement ailleurs, les yeux dans le vide. Et justement, cette vidéo a permis d'arriver aux deux témoins qui étaient là durant les faits. Le premier témoin appelé à la barre était Israel Flores, agent de sécurité à l'hôtel Intercontinental de Los Angeles en 2016. Il raconte avoir été appelé pour intervenir dans une situation tendue. À son arrivée, il découvre Cassie avec un œil au beurre noir, en détresse, répétant « Je veux juste partir ». Peu après, Didi serait arrivé sur place avec, je cite, un regard diabolique et lui aurait proposé de l'argent pour qu'il se taise. Flores affirme avoir refusé et découvrir en fait une chambre saccagée, notamment un miroir brisé, un vase brisé dans le couloir également. Mais la défense a répliqué en pointant une incohérence dans le rapport initial. Le terme regard diabolique n'apparaît pas. Pour eux, ce serait juste un ajout destiné à émouvoir le jury. Soit, peu importe. Et à la question, pourquoi est-ce que l'agent Flores n'a pas prévenu la police à ce moment-là? En fait, il précise que Cassie elle-même lui aurait dit de ne rien dire et que Didi aurait rajouté que ça pouvait, entre guillemets, devenir public. Étant donné que Flores n'était qu'un agent assistant, il ne pouvait pas télécharger les vidéos de vidéosurveillance. Et donc, pour garder la preuve, il a filmé les vidéos de caméras de surveillance avec son téléphone et quand il est revenu au travail après le week-end, il s'est rendu compte que les vidéos avaient complètement disparu des enregistrements de l'hôtel. Hasard ou coïncidence? Je pense que vous devinez tous très bien. Le deuxième témoin est Daniel Philippe, un escort boy engagé en 2012 pour soi-disant une simple soirée. On lui avait dit qu'il y aurait du monde, mais en arrivant à l'hôtel Gramercy Park, il ne trouve que Cassie déguisée avec une perruque et des lunettes. Un peu plus loin, Didi, caché, portait une robe blanche et un espèce de chapeau pour se cacher. Philippe affirme donc avoir été payé $6,000 pour avoir des rapports sexuels avec Cassie, pendant que Didi, lui, observait dans un coin en se branlant. Il ajoute que certaines scènes étaient même filmées et qu'il avait l'impression en fait que Cassie suivait un scénario comme s'il était sous contrôle. Et ça ne s'est pas terminé à cette soirée-là. Non, non, non. Ils se sont revus en 2013, en 2014, en fait à plein d'endroits différents, que ce soit chez Cassie, chez les différentes maisons de Didi à New York, etc. Mais qu'il a justement refusé de continuer quand il a commencé à voir que Didi devenait de plus en plus violent avec Cassie. Il évoque également l'exigence permanente d'utiliser de l'huile pour bébé et se souvient de scènes de violence, notamment une fois en 2013 où Cassie travaillait sur son ordinateur, Didi l'aurait appelé. Comme elle n'a pas réagi immédiatement, il lui aurait lancé une bouteille d'alcool qui a explosé contre le mur par chance, mais il serait ensuite venu la prendre et la traîner par les cheveux jusque dans la chambre où Philippe a donc dit entendre des gifles et Cassie criait en boucle « Je suis désolé, je suis désolé ». Il explique avoir gardé le silence car Didi avait pris en photo son permis de conduire, soit disant pour l'assurance, mais il l'a perçu comme une menace claire et visible. Philippe dit clairement qu'il a eu peur pour sa vie. Le 13 mai, la journée a continué avec d'autres témoignages et les premières plaidoiries. Philippe est revenu à la barre, apportant des précisions glaçantes. Il se rappelle d'un moment où, après un rapport sexuel, Cassie s'est effondrée en larmes dans ses bras. Elle tremblait et à lui alors de lui demander pourquoi elle restait avec un homme aussi dangereux. Pour lui, Didi est quelqu'un de totalement imprévisible, capable de passer du charme à la violence en quelques secondes. Et un détail a donc particulièrement marqué la salle. Philippe a parlé d'une odeur persistante d'huile pour bébé dans les chambres, comme une espèce de signature dérangeante. Son témoignage était si cru que les filles de Didi, âgées de 17 et 18 ans, présentes au premier rang, aux côtés de leur grand-mère Janice, ont juste quitté la salle visiblement bouleversées. Leur départ a laissé une forte impression comme quoi, même si c'est la famille, on n'est pas censé tout accepter. L'un des avocats de la défense, Xavier Donaldson, a tenté de discréditer Philippe, insinuant que Cassie semblait parfois consentante, voire même qu'elle s'amusait, ce à quoi Philippe a répondu « Elle suivait des instructions, mais je voyais clairement de la peur dans ses yeux. » Il reste ferme, tout était orchestré par Didi sans réel consentement. Après ces deux témoins majeurs, a enfin eu lieu le témoignage de Cassie Ventura. C'était vraiment l'événement le plus attendu car elle est la principale protagoniste parmi les victimes. On parle quand même d'une dizaine d'années d'emprise et d'abus innommables qu'elle a subis en off et parfois même au vu et au su de tous, qui restaient parfois indifférents et d'autres impuissants. Quand Cassie est rentrée dans la salle d'audience, une tension palpable s'est installée immédiatement et elle s'est dirigée droit vers la barre des témoins, visiblement déterminée. Elle a commencé par expliquer comment elle avait rencontré Didi à l'époque où elle avait à peine
19 ans. On remonte donc là à 2005. Elle avait signé chez son label Bad Boy Records en 2006 pour 10 albums, même si en réalité un seul verra le jour. À ses débuts, la relation entre eux était strictement professionnelle, mais tout a basculé à l'occasion de son 21e anniversaire. Ce soir-là, lors d'une fête, Didi l'a embrassée dans une salle de bain. Elle raconte qu'elle était jeune, naïve et qu'à l'époque, Didi était encore en couple avec Kim Porter. Ce geste l'a complètement déstabilisée. Elle pensait avoir une relation purement professionnelle avec lui et voilà que tout prenait en fait une tournure ambiguë. C'est à partir de ce moment que les choses ont dérapé. Peu de temps après, il l'invite dans un hôtel soi-disant pour parler business, mais en réalité, c'est là qu'il commence à l'introduire à ses pratiques personnelles. Un autre épisode similaire a eu lieu lors d'un voyage à Miami, encore une fois, sous prétexte de discussion professionnelle. Cassie se retrouve à avoir des rapports avec Didi, notamment sur un bateau. C'est aussi à ce moment-là qu'elle prend par exemple pour la première fois des substances en sa compagnie. Selon elle, ce voyage marque un tournant. Leur relation change complètement. Elle devient, comme elle le dit, elle-même son ombre. Elle était constamment à ses côtés, toujours disponible. Mais très vite, son comportement à lui, dont le comportement de Didi, devient de plus en plus abusif et contrôlant. Il lui dicte son apparence, sa façon de parler et exige une disponibilité totale 24 heures sur 24. S'il ne parvenait pas à la joindre, il envoyait carrément les membres de sa sécurité la récupérer, où qu'elle soit, pour la ramener à lui. Bref, le moment le plus marquant de son témoignage, c'est quand elle commence à parler des freak-off. Elle explique qu'elle devait s'y préparer à chaque fois physiquement et bien sûr mentalement. Tout était orchestré dans les moindres détails. Ce genre de scène se produisait selon elle quasiment chaque semaine. Et comme on l'avait entendu plus tôt dans le témoignage de Daniel Phillips, Didi faisait appel à des escortes ou des travailleurs du sexe pour participer à ces scènes pendant que lui, bien sûr, comme à son habitude, regardait. Comment a-t-elle tenu tout ce temps? Elle raconte que pour supporter ça, elle consommait de l'alcool et de nombreuses substances fournies par Didi. Ça lui permettait donc, selon ses mots, de ne pas être présente, d'être dans un état second. Malgré tout, elle se sentait profondément humiliée, salie par ce qu'elle vivait. Et c'est rien de le dire. Mais elle nous le confirme, dire non n'était pas une option. À chaque tentative d'opposition, Didi pouvait devenir extrêmement violent. Elle insiste aussi sur un point, tout n'était pas improvisé. Toute l'organisation des freak-off était assurée par l'équipe même de Didi. Ce sont eux qui ramenaient le matériel, qui facilitaient les rencontres et qui nettoyaient ensuite les lieux, souvent des hôtels, où ces scènes en fait se déroulaient. Elle s'est sentie physiquement et émotionnellement emprisonnée et c'est peu de le dire. Et justement, je tiens à ce niveau à préciser que toutes les allégations comme quoi elle aurait apprécié ces moments, ou du moins qu'elle a dit les avoir appréciés, sont fausses. Mais ce jour-là, Cassie n'a pas été la seule à témoigner. Une autre femme, cette fois anonyme, a elle aussi pris la parole pour raconter ce qu'elle a vécu en 2008. Son histoire présente d'étranges similitudes avec celle de Cassie. Étrange, je ne dirais même pas, hein. C'est forcément un pattern qu'il répétait sans cesse. Elle explique avoir rencontré Didi dans un contexte apparemment professionnel. Il lui aurait promis monts et merveilles, une carrière, de la visibilité, du succès. Mais très vite, elle se retrouve dans une spirale sombre. Selon son témoignage, elle a été droguée puis contrainte à avoir des rapports avec d'autres hommes. Les faits qu'elle décrit se seraient déroulés dans un hôtel à Las Vegas. Et elle n'a pas seulement raconté ce qu'elle a vécu, elle a détaillé un système organisé et structuré. Il y avait des assistants chargés de fournir les substances, des escortes impliquées, et Didi, lui, qui filmait la scène en se faisant plaisir dans un coin. Elle affirme également être restée silencieuse toutes ces années parce qu'on l'aurait menacée de disparaître. Une menace à peine voilée qui fait écho à ce que Cassie elle-même a déclaré dans son témoignage. Au troisième jour du procès, l'ambiance était toujours aussi lourde. Cette fois, c'est la défense de P. Diddy qui a contre-attaqué en essayant de démonter en fait le témoignage très dur livré par Cassie la veille. Depuis jeudi, la défense s'est échinée à montrer un tout autre visage de Cassie, celui d'une femme qui consentait de son plein gré à des aventures échangistes jusqu'à en planifier les détails dans un contexte de forte addiction aux opioïdes, à la kétamine et à d'autres drogues. Selon cette version, P. Diddy et Cassie entretenaient une relation amoureuse et toxique où tromperie, crise de jalousie et accès de violence étaient omniprésents de chaque côté. L'avocate de Diddy, Anna Estavo, a essayé de retourner la situation. Selon elle, oui, la relation était toxique, mais des deux côtés. Elle a directement lancé à Cassie comme quoi vous étiez incroyablement jalouse, sous-entendant que tout ce qui s'est passé était dans le cadre d'une relation passionnelle mais réciproque. Elle est même allée jusqu'à dire que Cassie et Diddy étaient amoureux pendant 11 ans, qu'ils prenaient soin de l'autre. La défense a aussi sous-entendu que Cassie n'était pas forcée de participer aux fameuses soirées sexuelles, qu'elle en aurait même organisé certains aspects et qu'elle consommait volontairement des drogues comme la kétamine ou du GHB. Mais Cassie, elle, a précisé pourquoi est-ce qu'elle prenait toutes ces substances à l'époque. Ce n'était pas pour s'amuser, c'était pour se couper de la réalité, pour anesthésier en fait ce qu'elle vivait. Elle a même dit clairement, c'est pour ça que j'en consommais tant, parce que selon elle, c'était la seule façon de supporter les humiliations et la violence. Pour appuyer ses propos, l'avocate a lu des mails et des SMS datant du début des années 2010 jusqu'en 2017, dans lesquels les échanges entre Cassie et Diddy étaient clairement très intimes, voire très explicites. On ne va pas dire tout ici, mais on va en citer quelques-uns. Elle a
par exemple sorti un échange d'SMS qui a eu lieu en août 2009 où concrètement P. Diddy lui demande « Quand veux-tu faire un freak-off ?» et elle répond « Je suis toujours prête pour un freak-off ». Un an plus tard, en avril 2010, P. Diddy lui aurait signifié que leur relation représente tout pour lui et que Cassie aurait répondu par « Je t'aime, je volerai n'importe où ». En juillet 2012, Cassie aurait envoyé un SMS à Diddy où elle disait « J'ai envie et je m'ennuie ». Il y a aussi un autre SMS qui a été envoyé en mars 2016 et c'était d'ailleurs la veille de l'arrestation à l'hôtel Intercontinental dont la vidéo avait été révélée par CNN. Diddy lui écrit « Tu es tellement sexy aujourd'hui » et elle répond « Bébé, j'ai tellement envie d'un freak-off, mais je ne vais pas me gâcher ». En janvier 2017, elle envoie un SMS à Diddy « Rien de bon ne sort des freak-off maintenant ». Et en mars 2017, elle lui dit « J'aime les freak-off, mais seulement quand on les veut tous les deux ». Ces SMS, c'est Cassie elle-même qui a dû les lire devant le jury et ça n'a pas été simple pour elle. Elle était en larmes et elle s'est expliquée en disant que ce sont des SMS qu'on envoie quand on est dans une relation abusive. Elle expliquait que justement, pour ne pas subir les photos de Diddy, elle était amenée parfois à faire semblant qu'elle en avait envie. Les messages datent principalement du début de leur relation, qui certes n'était pas du tout rose, mais où Cassie était encore encline à accepter tous ces écarts parce qu'elle était sous contrat, essayait de s'adapter au mode de vie libertin de Diddy, mais surtout ne pensait pas que ça allait durer toute sa vie et face à l'horreur avait peur pour sa vie. Elle le dit, elle en était amoureuse, pour les mauvaises raisons peut-être, mais il tenait sa vie entre ses mains et elle avait peur des représailles. Elle a été témoin vivant de ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est contrarié. Peu de temps après, Cassie est aussi revenue sur l'histoire qui avait déjà fait parler à l'époque, l'affaire Kid Cudi. Après sa rupture avec Diddy, elle avait commencé à fréquenter le rappeur et selon elle, ça a mis Diddy dans une rage folle. Il aurait même menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi et le plus troublant, c'est que cette voiture a effectivement explosé peu de temps après. Pour Cassie, ce n'est pas une coïncidence. Elle pense que Diddy est allé jusqu'au bout de sa menace. Plus tard, certaines vidéos de ces fameuses soirées, donc les freak-off, ont été montrées au jury. D'après ce qu'on sait, on y voit des participantes dans un état extrêmement inquiétant, complètement droguées, à peine conscientes. Et tous les témoins sont d'accord sur un point. Dans un tel état, il est absolument impossible de parler de consentement. Le juge a qualifié ces preuves de cruciales. Il a estimé qu'elles affaiblissent considérablement la défense de Diddy. Pourtant, du côté de ses avocats, la ligne reste la même. Il continue d'affirmer que tout cela relevait d'un style de vie particulier, un style de vie de star, libertin, basé sur le consentement mutuel, un lifestyle assumé. Mais entre les images, les témoignages et les descriptions de pratiques systématiques, la frontière entre fantasme libertin et prédation organisée semble de plus en plus mince. Et là, les vidéos deviennent un point central du procès. L'accusation veut que toutes les vidéos soient diffusées, notamment celles où l'on voit Cassie. Leur objectif est clair, prouver qu'elle n'était pas consentante et que tout le discours de la défense s'effondre dès qu'on aura vu les images. Mais de son côté, la défense fait tout pour empêcher la diffusion de ces vidéos. Leur argument, c'est que ces vidéos sont trop explicites, trop choquantes et qu'elles risqueraient de biaiser le jugement des jurés. Bref, le juge, lui, n'a pas encore tranché et c'est une décision cruciale parce qu'à partir du moment où il autorise ou non la diffusion de ces vidéos, ça pourrait complètement faire basculer le procès d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi un autre témoignage qui a été entendu et franchement, il ne fait qu'aggraver la situation de Diddy. Cette fois, c'est un ancien employé de Bad Boy Records qui a pris la parole. Et comme tous les autres témoignage jusqu'ici, le sien est très accablant. L'homme explique que son rôle à l'époque, c'était de s'occuper de toute la logistique des freak-off. C'est lui qui devait réserver les hôtels, payer les escortes et évidemment, tout ça, il le faisait sur ordre direct de Diddy. Il a aussi décrit Diddy comme un homme complètement obsédé par le contrôle, qui ne laissait rien au hasard et surtout, il confirme un point capital. Selon lui, les femmes présentes à ces soirées, y compris donc Cassie, n'étaient pas consentantes. Il dit qu'elles étaient très souvent dans un état second, droguées, totalement désorientées. Ce témoignage est important parce qu'il vient appuyer l'idée qu'il ne s'agissait donc pas d'excès d'une célébrité, mais d'un système bien organisé, comme Cassie elle-même l'a décrite, et la femme mystère qui a témoigné. Et ça renforce clairement l'accusation de racket en montrant que Diddy aurait utilisé toute la structure de son empire, ses équipes, ses moyens, ses ressources pour orchestrer ces soirées illégales. Voilà à peu près l'ensemble des éléments importants qui ont été révélés la première semaine de ce procès. Évidemment, je n'ai pas tout cité, mais dans l'ensemble, j'ai rassemblé les éléments les plus pertinents. Il faut savoir que le procès, donc les confrontations, se déroulent pendant des heures et se terminent parfois très tard. Donc, j'ai fait de mon mieux pour filtrer l'essentiel. Je vous partagerai la suite probablement d'ici quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, sans oublier de liker et de vous abonner. Merci déjà pour les 30 000 abonnés. Le voyage continue. Mon Instagram est en description et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!